Bon, pourquoi vous parlez de Grégoire XI? Donc, vous le savez probablement, puisque vous allez apprendre ça à la Chézieux, c'est un neveu de Clément VI. Il est surtout connu dans l'Église pour être celui qui a organisé le retour de la papauté d'Avignon à Rome, ce qui fut un énorme échec puisque ça a été à l'origine du grand schisme d'Occident. Il est aussi connu à la Chaise-Dieu pour avoir fini les travaux. Bon, thank you. Il est aussi connu, ça va? Non, c'est pas allumé. Allô? Ouais. Bon, il est aussi connu pour avoir fini de construire l'abbatiale qui avait été interrompue à le décès non pas de Clément VI, mais de l'évêque Jean de Chandra. Mais donc il a fini la construction de l'abbatiale. Et il est aussi connu à Brioude, et on va en parler. Alors, comment on passe au suivant? Là-bas. Là-bas. Ici, la flèche, ou là-bas? Alors, d'accord, ok. Alors, donc, il est né en 1329. Enfin, on le pense, on ne le sait pas de façon certaine. On le déduit de l'âge qu'il avait dans différents événements. L'acte de baptême est perdu. Donc, la première déduction que l'on a, qui nous permet de penser qu'il est né en 1329, c'est que l'on sait de façon certaine que le pape, en 1348, en a fait un cardinal. Donc, son oncle a fait de ce jeune Pierre Roger un cardinal. Alors, on ne sait pas, on se demande si on l'a un peu vieilli parce qu'il n'avait que 19 ans d'après ce chiffre-là, ou plus vraisemblablement, parce que tous les autres chiffres laissent penser qu'il n'avait que 17 ans à cette date-là. Donc, voilà, une hésitation. 2 ans. Oui, tu serais contenté de cette promotion. Je trouve qu'elle était très lucrative. Bon. Alors, ce qui m'a surpris quand j'ai voulu savoir qui était Grégoire XI, c'est de découvrir qu'en 1329, quand il est né, eh bien, la famille n'était pas encore riche. Clément VI, on le sait, est né à Rosy-des-Gletons, enfin un hameau qui s'appelle Montmont. Son père était un petit fonctionnaire au service des seigneurs de Ventadour, qui étaient les châtelains du coin. Ils étaient de milieu très simple. Clément VI était allé apprendre à lire chez son curé du coin et avait été envoyé assez jeune, vers l'âge de 10 ans, faire ses études comme novice à la Chézieux. Ils n'ont pas répété ce parcours. Lui, on ne sait pas trop où il a appris à lire, probablement chez le curé aussi, mais on ne sait pas du tout ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il devienne, jusqu'à ce qu'il soit appelé par son oncle à Avignon. En fait, le pape Clément VI n'est devenu riche que lorsqu'il a été nommé archevêque de Rouen en 1330, donc c'est à peu près à la date de naissance de Grégoire XI, enfin de Pierre Roger à l'époque. Et il est devenu riche à ce moment-là, et les choses ont commencé à changer à ce moment-là. Le frère de Clément VI, donc le père de notre Grégoire XI, a pu acheter le château de la Motte, a pu acheter pas mal de choses grâce à l'argent du pape. Mais jusque-là, donc, il est né dans une famille très simple, en fait, notre Grégoire XI. On a trace de son parcours qu'en 1342, quand là, Clément VI est devenu pape, Clément VI a appelé Grégoire XI, a appelé Pierre Roger à venir à Avignon, comme ce qu'on appellerait en français d'aujourd'hui, enfin du 19e siècle plutôt, commis aux Écritures à la chancellerie du palais des papes. Et c'est là probablement que Pierre Roger a commencé à s'intellectualiser. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1348 quand il y a la Grande Peste?
quand il y a eu Clément VI, s'est dit qu'est-ce que je vais faire de ce neveu qui a l'air de se débrouiller. Il faudrait que je l'envoie faire des études. Et il avait commencé à réfléchir à l'envoyer en Italie, à Pérouge, faire des études. Mais là, il y a eu la Grande Peste et Clément VI a eu peur que s'il attendait la fin des études, ce qui prend quand même 8 à 9 ans, lui-même serait mort avant que son neveu ait fini ses études, soit diplômé, et s'est dit, je vais le nommer cardinal tout de suite, comme ça, il fera ses études en tant que cardinal, mais enfin, il les fera. Et ça a été très mal perçu, il faut le savoir. Il y a eu un conclave où il n'y avait qu'un impétrant qui avait 19 ans, ou peut-être que 17. Ensuite, il est parti à Pérouge. Alors, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il y avait un certain Pietro Baldo Dei Ubaldi, dont je n'avais jamais entendu parler, qui était, paraît-il, le grand théoricien des rapports de pouvoir entre le pouvoir laïque et le pouvoir religieux. Il était un grand démonstrateur qu'en fait, l'autorité de l'empereur ne pouvait provenir que de la consécration que le pape lui avait donnée, et donc c'était le pape qui était le supérieur. Et il a fait ses études à Pérouge. Pérouge, je ne sais pas comment il faut dire. Pérouge. Alors pour financer ses études, Clément VI l'a fait nommer prévôt de Brioude. Alors, le grand débat, c'est de savoir si Grégoire XI, c'est-à-dire encore le cardinal Pierre-Roger de Beaufort, est-ce qu'il est venu à Brioude, oui ou non? Lors de sa nomination en 1950, il a dû prêter serment pour pouvoir être prévôt du chapitre. Et on sait, c'est grâce à Claude Astor, qui a passé sa vie à essayer de chercher si vraiment Grégoire XI était venu à Brioude. Claude Astor a bien vu que la prestation de serment a été faite par écrit. Il était encore étudiant à Pérouse, et donc Grégoire XI était étudiant, cardinal de Beaufort était étudiant à Pérouse, et n'est pas venu à Brioude. On a un autre document qui date de 1363 où l'on apprend que le cardinal Pierre-Roger de Beaufort, depuis Avignon, a prêté 3000 florins au chapitre pour payer la rançon que Seguin de Bannefol, qui était un routier de Gaston, oui, réclamait. Pour comprendre le personnage, au passage, le cardinal a demandé quand même des pièces du trésor de Brioude en garantie du prêt qu'il faisait. Et donc, les deux seuls actes où on pouvait attendre que le cardinal soit venu à Brioude n'ont pas été faits à Brioude. Est-ce qu'il y est venu? La seule suspicion que l'on ait qu'il ait pu venir à Brioude est qu'au château de La Motte, donc que son oncle avait acheté, il y a la plus belle chambre est appelée la chambre papale. Et vous la voyez ici, vous voyez le plafond de la chambre, on le voit, je ne sais pas si vous le voyez bien, il est magnifique, il vient d'être restauré d'ailleurs. Il n'est pas du 14e, il est postérieur. Mais pourquoi l'a-t-on appelé chambre papale s'il n'y a jamais couché? Il aurait pu être appelé la belle chambre ou la chambre de... C'était la chambre qu'on lui destinait. Enfin, bon, vraisemblablement, il n'est jamais venu à Brioude. Alors, finalement, si, j'ai oublié de vous mentionner quand même que sans être venu à Brioude, entre-temps, il était venu à la Chaise-Dieu pour assister à l'enterrement de son oncle. Donc, il aurait pu descendre à Brioude quand même, à l'aller au retour, mais il aurait pu descendre. Alors, le temps passe un peu, donc Clément VI est mort, le cardinal retourne à Pérouse, finit ses études. Quand il revient, c'est Innocent VI qui est pape, et visiblement, Innocent VI ne lui a pas proposé de job.
il est revenu, il s'est installé à Avignon, mais on ne sait pas du tout pourquoi il n'a jamais eu de fonction sous Innocent VI. On pense qu'en fait, Innocent VI n'aimait pas le clan, et il était nombreux, des Roger. Il y avait bien au moins une dizaine, sur une dizaine de cardinaux qui étaient originaires du Limousin et qui étaient du clan de. Donc, exercer un peu de pouvoir dans ce contexte était difficile, donc il a peut-être cherché à. Il a cherché surtout à ne pas donner le pouvoir seulement au Roger, quoi. Alors, Roger finit par mourir quand. Non, pardon. Innocent VI finit par mourir et il est remplacé par un certain Urbain V, qui est lui aussi de la région, puisqu'il est originaire de Gévaudan. Et j'ai illustré cette partie de la biographie du cardinal par une photo de la cathédrale de Mende, qui a été construite par Urbain V. Et pour préciser, et c'est à Mende qu'on le dit, et pas à la Chaise-Dieu, que le maître d'œuvre de sa cathédrale est Hugues Morel, qui était le. Alors là c'est assez intéressant de savoir que les relations entre le pape et le cardinal, le pape Urbain V cette fois, et le cardinal Pierre-Roger de Beaufort, s'améliorent par rapport à avant, parce que Urbain V se dit quand même qu'il est obligé de retourner à Rome, qu'on y travaille sérieusement. Il a ce jeune cardinal qui rentre d'avoir fait ses études à Pérouse et il lui demande de préparer le retour à Rome. Alors tout se ligue pour que rien ne marche. Il va finir par y aller, mais l'Italie est dans un chaos épouvantable. Il y a à Milan un seigneur qui s'appelle Visconti qui a soif de pouvoir et qui a envie de prendre d'étendre ses domaines et les étendre aux dépens de qui? Aux dépens évidemment des États pontificaux. Par ailleurs, les cardinaux italiens très peu nombreux sabotent la planche pour cette curie essentiellement française et donc font tout pour mal l'accueillir. Et pour compliquer les choses, il y a notre ami Duquesclin qui est devenu un des proches du duc d'Anjou, qui a envie de conquérir le comté de Provence et qui donc saccage les environs en attendant qu'il aille saccager le comté de Provence. Donc, tout se ligue contre un départ de Urbain V à Rome, à Rome, et c'est quand même ce qu'ils font. Je ne sais pas comment on fait pour aller en arrière. La flèche arrière. Enfin bon, peu importe, il se ligue. Il faut savoir qu'il n'a passé qu'un an Avignon. à Rome. Il n'a passé qu'un an à Rome, Urbain V. Ça s'est très mal passé. Il a été obligé d'organiser des guerres contre les Visconti, contre les Romains en révolte. Et finalement, il décide de rentrer à Avignon pour s'occuper, pour être un peu plus à l'abri. Il y arrive pour mourir. Donc, il y a des élections et c'est là qu'on approche de notre personnage qui va devenir pape. Il y a un conclave qui se réunit. Il n'y avait pas de candidat. Personne n'a envie de prendre le pouvoir à Avignon dans le contexte que l'on a survolé. Il a été élu à l'unanimité. Et dès le premier tour. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il n'était pas prêtre. Donc il a fallu en vitesse l'ordonner prêtre, puis évêque. Et il a lui-même à prendre en charge le. Alors, pourquoi cette unanimité quand même d'abord,
candidat. Enfin, oui, il n'y avait pas d'autres candidats plutôt, mais aussi parce que cette connaissance de l'Italie avait l'air d'être un vade-mecum suffisant. En fait, dès qu'il a été élu pape, il a fallu qu'il passe l'essentiel de son temps à régler des problèmes en Italie, qui ont été de plus en plus compliqués. Il faut voir qu'en fait, le pape d'Avignon n'a aucun allié. Il y en a un sérieux, c'est le roi de France. Mais le roi de France est en pleine guerre de 100 ans. Il y a autre chose à faire que vraiment d'aller pacifier l'Italie. Il a la reine de Naples de l'époque, qui était un peu un allié du pape, mais qui elle-même a d'assez gros problèmes à Naples. Pour vous dire, elle a assassiné son mari, épousé un autre qui était son cousin Germain, elle en épouse un autre qui l'assassine pour donner le pouvoir finalement à un autre cousin de la famille. Donc, ce n'est pas vraiment un allié très fiable. Malgré tout, ce pape fait du travail. Oui. Bon, ben alors je vais vous dire simplement qu'il a été un doctrinaire assez sévère, notamment vis-à-vis des dominicains, mais ce n'est pas notre sujet. Alors, on passe au suivant. Avant de partir à Rome, il va y aller, mais avant de partir à Rome, il décide de finir les travaux à la Chaise-Dieu. Alors, je le dis juste en une récitation très brève, parce qu'il y a des querelles sans nom à la Chaise-Dieu pour savoir où elle était cette abbaye, notamment Frédéric Costantini qui assure qu'elle était achevée. Non, elle ne l'était pas. L'abbatiale, oui. Il y avait une façade provisoire à la hauteur du jubé, et il l'a fait démolir. On achève la nef. L'évêque Jean de Chandoran avait fait faire que la première nef croisée. Donc il y a les croisées 2, 3 et 4 qu'il faut achever. Et on achève la toiture. On achève la tour Clémentine. Ça, c'est la partie que tout le monde connaît un peu. On a tous compris qu'il y avait un achèvement. Alors, il y a une querelle sur la portée exacte de ces travaux. Il est intéressant de savoir aussi qu'il a rédigé un testament avant de partir à Rome, dans lequel il demande à être enterré à la Chaise-Dieu sur une simple pierre tombale placée devant le tombeau de son oncle. Et vous savez que ça ne sera pas, parce que vous allez voir dans la suite que l'échec de son séjour à Rome fait que le pape suivant n'autorisera pas le retour de Grégoire XI. Donc la pierre tombale n'existe pas. Et il consacre une somme importante, qui n'est pas une somme en espèces, c'est la créance que devait l'archevêque de Mayence à Avignon. Il la transfère à l'abbaye de la Chaise-Dieu, ne sera jamais payé. Alors, il décide qu'avec cet argent, il demande qu'on construise une chapelle qui devra accueillir une trentaine de novices, 20 du Limousin, 10 d'Auvergne, pour qu'il prie pour lui, et pour qu'ils fassent de bonnes études. 6 par an devront partir à Paris compléter leurs études. Ce ne sera probablement pas fait, parce que l'argent n'arrivant pas, l'abbé successeur, c'est un héros, affecte la chapelle Notre-Dame à cette fondation de novices. Et donc, cette chapelle s'appelle désormais la chapelle des novices grégoriens ou la chapelle grégorienne. C'est cette chapelle qui a été restaurée il n'y a pas très longtemps pour abriter les tapisseries. Est-ce que cette fondation de novices a bien fonctionné? J'en sais rien. Je trouve très surprenant que ni Don Gardon ni Don Tullier en parlent. Donc, je ne suis même pas sûr. Il parle de l'édifice, il ne parle pas de la fondation. Ah non, l'édifice, oui, on en parle. Mais est-ce qu'il y a eu les 30 novices qui ont fait des études quand ils étaient bons à Paris? Il parle de nombre de novices, mais j'en suis pas sûr.
cite le testament. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que ça a vécu? Et alors, donc, en 76, c'est-à-dire il a déjà fait un mandat de 5 ans à Avignon, en 76, il part à Rome, envers et contre tout, pressé par tous les Italiens qui existaient, donc en particulier Catherine de Sienne et Pétrarque. Et vous voyez là, ça c'est oui, c'est une fresque qui est dans un hôpital de Sienne, qui représente le retour d'Avignon qui est à droite, à Rome qui est à gauche. On ne reconnaît ni l'un ni l'autre, bien entendu. Il semblerait que les portraits sont relativement justes et soient tirés de croquis qui auraient été faits à l'époque. Possible. Ce que vous voyez bien, parce que c'est amusant, il y a plusieurs cardinaux. Si vous regardez bien les cardinaux qui sont en train d'arriver à Rome, ils ont des visages floutés. Eh bien ça, c'est parce que c'était des cardinaux qui accompagnaient Clément XI, qui vont devenir papes, antipapes à Avignon après les élections, on va en parler, et ça les amène à avoir le visage flouté, parce qu'on ne peut pas montrer des antipapes avec leur vrai visage. Est-ce qu'il était possible de réussir ce retour d'Avignon à Rome dans les circonstances dans lesquelles ils étaient? La réponse est clairement non, c'était absolument impossible. L'insécurité à Rome était énorme et l'impopularité de la curie était énorme en Italie. Ils ne pouvaient pas être acceptés, ils étaient tous français, le népotisme avait atteint. Grégoire XI ayant lui-même été népotique, après que Clément VI l'ait été et que Urbain V l'ait été, enfin, ils ont tous été népotiques. Donc il y avait une curie qui était française et qui a été très mal accueillie à Rome, donc c'était impossible de le réussir. C'est ce qui s'est passé. Alors, puisque je dois aller vite, on va aller vers la fin de ce pape. Le pape est mort en 78. Il y a un conclave qui se réunit. Plusieurs des cardinaux français étaient encore restés à Avignon. Les Italiens sont majoritaires. Mais c'est pas là qu'est le problème. On élit un type qui va s'appeler Urbain VI. Mais il y a un désordre qui se met dans la rue de Rome, probablement à l'invitation des élus romains, enfin de la municipalité, ce qu'on appelait le contado de Rome. Et il y a une des émeutes pour être sûr qu'on élise bien un cardinal italien pour remplacer un français. Mais une fois qu'il a été élu, les Français arrivent à Rome et se mettent à se quereller avec ce nouveau pape, et la brouille est totale. Le nouveau pape, sentant que c'est fragile, nomme en vitesse 28 cardinaux, dont 20 italiens. Mais entre-temps, les cardinaux français ont été voir le roi de France et la reine de Naples, et ils arrivent à s'organiser un contre-conclave, et ils élisent un certain cardinal Robert de Genève sous le nom de Clément VII. On se retrouve donc avec 2 conclaves concurrents, 2 cardinaux devenus papes, et là il y a des tractations politiques invraisemblables où tout le monde envoie ses émissaires à gauche et à droite pour dire qu'il faut choisir l'un des deux. Alors, le roi de France a été un peu rapide, il a vite confirmé qu'il soutiendrait le pape Clément VII. Il faut voir qu'il y a beaucoup d'argent. Les impôts pontificaux partent à Rome ou à Avignon, c'est ça qui est important. Et donc, le soutien à l'un ou à l'autre n'est pas indifférent. Et finalement, on va vivre pendant 28 ans, non mais je dis une bêtise, de 78 à 1418, donc on va faire 40 ans, on va vivre avec un schisme qui va être assez pénible. Voilà le personnage. J'ai été trop vite, il y a 2-3 sujets que je voulais traiter. Par exemple, il a travaillé à Pérouse au moment où à Assise se construisait une basilique. Aucune trace d'une visite à Assise. Je trouve ça étonnant.
C'était la maison du Poverello. Ouais, l'église y a mis beaucoup d'argent. Hein, donc, non, c'était Poverello, ça c'est pour François, mais pour l'installation. Je sais pas. Je pense qu'il n'était pas très esthète. Il a rien laissé sur un plan esthétique. Il a fait travailler Giotto. Ah non, mais il aurait pu. Par exemple, Giovannetti est parti. Il était mort, mais il était parti bien avant, il n'a pas été remplacé. Il n'y avait personne à Avignon. Voilà. Est-ce que vous avez. Tu as encore Non, j'ai fait le très Je suis vite. désolé. Mais je te comprends. Si on t'appelle le grand guillotineur de Je n'ai pas mis ma cagoule rouge. Hein. Oui. Merci Jacques. Est-ce que vous avez des questions sur cet exposé peut-être un peu rapide sur quand même un grand moment de l'histoire et de France et des États pontificaux? Non. Jean-Louis. Bon, est-ce qu'on peut remettre, excuse, je vais être très court, remettre le tableau qui est dans l'hôpital de Sienne? Oui. La flèche marche arrière. Ah, d'accord. Bah oui. Ça se complique. Marche arrière, c'est bon. Ça, c'est la dernière. Donc, si tu vas avant, tu vas en as. Ah, voilà. C'est bon, c'était bon. Voilà. C'est bon. Bien. Donc, Jean-Louis. j'ai expliqué, cher conférencier, qu'effectivement, on a un tableau qui représente le retour à Rome du cortège pontifical, Oui. le pape, Grégoire XI, ses cardinaux, et à droite, il y a les grands seigneurs laïcs. Alors, ce que je veux dire, je n'ai pas vu ce tableau, mais on me l'a signalé, et malheureusement, je n'ai pas pu le voir. C'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance, c'est notre ami Martin Fram. L'homme sans doute qui est à droite là-bas, qui a l'air d'être un grand chevalier laïque, c'est le neveu, Oui. Raymond Roger de Beaufort. Alors, est-ce que je vais vous le Vicomte de retrouver? Turenne. C'est un peu loin pour moi. Il a. Et après Framont, il y a deux grands seigneurs qui accompagnent Oui. Grégoire XI et l'armée pontificale, qui embarque d'ailleurs, je crois, être morte, qui prend la mer, qui débarque à Libourne, et qui va ensuite donc à Rome. Alors pourquoi je parle de ce personnage, Raymond Roger de Beaufort? Nous sommes en 1378. Cet homme a passé une partie de son temps à se bagarrer en Provence pour maintenir les possessions que se sont acquises peu à peu, notamment Clément VI, et sa famille Roger en Provence. Il va gagner le surnom de Fléau de Provence. Il va se battre jusque vers 1400. En 1400, il veut mener une autre expédition en Provence, et là, le pouvoir royal, à l'époque, c'est Charles VI, fils de Charles V, et ses oncles, lui interdisent de passer en Provence. Il va encore se bagarrer contre la maison d'Anjou, une maison de sang royal, toujours pour ces questions de possession. Et là, et je termine, comme on lui interdit de repartir en Provence, il s'allie avec Amaury de Sévrac et il vient se réfugier à Bouzols. Vous comprenez? Peut-être pour ceux qui me connaissent. Pourquoi je fais ceci? Et pendant 9 mois, il va subir un siège qui détruit en grande partie la citadelle de Bouzols et qui a été reconstruit ensuite. Donc, Raymond Roger de Beaufort, alors pourquoi il possède Bouzols? Et je termine, parce qu'il en a hérité, parce que Clément VI, comme vous avez parlé, a un frère qui, par la grâce de son frère pape, qui était archevêque de Rodez, on est dans le népotisme, avait acquis 3 seigneuries. On avait acquis 2 de la famille de Poitiers, qui étaient Bouzols, et un château que peut-être certains connaissent, c'est une ruine aujourd'hui, c'est Servissac. Servissac, c'est sur la route de Saint-Julien. Il avait acquis un 3e château qui n'existe plus aujourd'hui, qui est à Faille-le-Vignon, Faille-sur-Poix, qu'il avait acheté au chapitre de Valence, donc en 1347. Donc, Raymond Roger de Beaufort, neveu, petit-neveu de pape, grand bagarreur devant l'Éternel, en conflit permanent avec la maison d'Anjou en Provence sur les possessions, va donc à un moment donné venir se réfugier à Bouzols, et j'arrête parce qu'il y a trop de choses à dire. Il va faire un testament que tous les spécialistes de Languedoc
notamment qu'elle connaisse bien, par lequel il déshérite sa fille, attendu qu'elle a épousé à moins que rien le maréchal Boussicot, grand personnage aussi. Voilà, j'arrête. Je voulais juste, je suis heureux de voir ce tableau parce que Martin de Framont me l'a signalé. J'étais un jour à Sienne, je n'ai pas réussi à rentrer dans l'hôpital, mais je pense j'irai le voir tout à l'heure. Alors, il est à gauche, on le voit mieux sur l'écran, là. Tu vois Les deux des- commandants de l'armée Je pontificale. crois que Il y c'est a un ce grand personnage-là. Il y a un grand d'Espagne et il y a Raymond Roger de Beaufort. Merci. Alors, cela nous laisse admirer d'une communication avec sa publication sur les années 1400 à Bouzolles. Quand j'aurai fait la restauration de Bouzolles. Oh non, non, c'est une condition. Louis, Est-ce qu'il y a un lien entre le château de Beaufort de Bouzet et Roger de Beaufort et la famille de cette famille Beaufort? il y a un château à Bouzet, il y a 3 châteaux à Bouzet. Il y a le site du prieuré qui lui-même est une citadelle. Il y a le château du Pipet, qui est le site de la famille éponyme, la famille de Goudet. Et il y a le château de Beaufort. Et le château de Beaufort, il faudrait regarder l'armorial, mais il ne me semble pas que ce soit les Beaufort du Limousin. Non, c'est en Non, mais ils ne sont Touraine. pas du Limousin. Les Beaufort sont du Maine-et-Loire, En Touraine. en Touraine. En Voilà. Touraine. Et c'est le roi qui en a fait un comté pour faire plaisir à Clément VI. Et alors, j'ai un peu étudié quand même la famille de Beaufort. En fait, la bonne aristocratie de l'époque n'a pas accueilli Beaufort, qui était Du Parvenu. des parvenus. Voilà. Et chacun, le pape ayant vu, a veillé à ce que tout le monde se marie bien, c'est devenu des Turenne, des Montboissier, des machins. Et après ça, ils ont le plus vite possible fait oublier qu'ils étaient des Beaufort. Mais il y a des Beaufort dans beaucoup d'autres endroits, il y a d'autres châteaux de Beaufort, hein, y compris l'actuel archevêque de Reims, qui est de Beaufort, Beaufort-Moulin, je crois, ou de Moulin-Beaufort. Beaufort à Goudet aussi. Oui, c'est ce dont on parle là. Ceci étant, ils ont acheté tout. Le pape a financé l'achat par cette famille, bien sûr, du château de la Motte, ici, je le connais, mais il y en a plein. Dans la liste, c'est immense, les châteaux de la Motte. Est-ce qu'il y a d'autres questions, puisque nous avons encore 2 interventions? Je vous remercie.